Et j'accueille du coup, avec une transition toute faite, notre prochain invité qui s'appelle Jérémy Robiol. Merci de l'accueillir. Jérémy, bienvenue. Tu es Merci. directeur du développement du cabinet Xerfi, pour Xerfi spécifique, donc grand cabinet d'études basé à Paris et basé à Lyon également. Ça fait un peu moins de 10 ans que tu es chez Xerfi et puis tu as effectué différentes fonctions, analyste économique et financier, et puis ensuite directeur d'études stratégiques et prospectives et directeur de Xerfi Market et Competitive Intelligence. Xerfi qui donc fait à la fois des études ad hoc à la demande des entreprises, mais également des études sur différents thèmes et aller voir un peu ce qu'ils font. C'est très intéressant, notamment pour nos secteurs d'activité. Je te laisse la parole pour faire la transition Julien. entre ce que justement les citoyens ont envie de faire et ce qu'ils font réellement. Exactement, merci Julien, merci de ton invitation. Alors c'est promis, je n'ai pas piraté l'ordinateur de Thierry Pouche. On a exactement le même constat de départ et je vais essayer de poursuivre ce qu'on a dit dans le cadre de la présentation précédente, puisqu'effectivement on a eu le point de vue du citoyen, qu'est-ce qu'il ferait dans un contexte quasiment idéal. Il se trouve qu'on est dans un contexte extrêmement contraint à l'heure actuelle et quasiment forcé. Que va faire le consommateur dans ce contexte-là? Quel est l'acte d'achat? Alors, juste petit rappel des faits du point de vue de l'économie. Au sortir de la crise sanitaire, on était dans une situation éminemment paradoxale puisqu'on avait l'impression que l'économie allait mieux qu'avant. Alors, c'est totalement contre-intuitif comme raisonnement, mais je vais vous expliquer par quelques points en quoi on avait l'impression qu'il y avait des signaux qui étaient, en tout cas en trompe-l'œil, plus positifs que ce qu'on avait pu voir par le passé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'économie augmentée chez nous, chez Xerfi. En sortie de crise, on avait plus de machines. Pourquoi plus de machines? Parce qu'on investissait un peu plus que ce qui était nécessaire pour créer de la croissance. On avait plus d'hommes. Paradoxalement, on est sorti de la crise avec un peu plus d'emplois qu'avant. C'est totalement le contraire de ce qu'on a pu voir aux États-Unis, où on parle là, à l'heure actuelle de grandes démissions. Vous avez dû, vous aussi, en entendre parler. Spoiler, on n'est pas du tout dans ce contexte-là en France. Il y a beaucoup de démissions, mais on n'est pas du tout dans un phénomène de grande démission. Il y avait plus d'entreprises, puisque l'État a aidé massivement à quasiment nationaliser les salaires. Donc les entreprises avaient des fondamentaux économiques un peu plus positifs que ce qu'on pouvait voir avant. Il y avait plus de fonds levés, puisque les fonds d'investissement, j'allais dire, notamment ces fonds un peu vautours, souhaitaient investir un peu plus fortement dans l'économie. Et donc, dans ce cadre-là, notamment les startups ont pu lever des sommes considérables, y compris pendant cette période. Et enfin, plus de cash côté entreprise, mais aussi côté ménage, puisque les ménages, il y a eu 3 temps. Il y a eu le temps de l'épargne contrainte, forcée, pardon. Il y a eu le temps de l'épargne forcée. On était confinés. On ne pouvait pas aller au restaurant, on ne pouvait pas aller au cinéma, etc. Donc forcément, le niveau d'épargne a augmenté. Il y a eu la deuxième étape qui a été le temps de l'épargne contrainte. On sort du confinement, mais malheureusement, on est tellement méfiant que par contrainte, on évite de trop dépenser. Et là, à l'heure actuelle, se posait, notamment en sortie de crise, se posait la question, qu'allons-nous faire de cette épargne? Est-ce qu'on va la réinjecter dans l'économie ou est-ce qu'on va attendre, notamment pour voir si concrètement le contexte actuel est purement temporaire, comme le disait Thierry Pouche, ou au contraire, c'est un phénomène structurel. Donc voilà ce qu'on a appelé l'économie augmentée, décidément. Et puis, comme le disait Thierry tout à l'heure, une nouvelle crise énergétique cette fois a totalement bouleversé les fondamentaux de la macroéconomie et totalement bouleversé les marchés internationaux et notamment les marchés de matières premières. Je vous ai mis des chiffres qui sont comparables à ceux de Thierry tout à l'heure. Vous le voyez, sur la plupart des matières premières qui aussi bien du point de vue industriel ou énergétique que du point de vue des matières premières agricoles, ces chiffres font un peu froid dans le dos et ont créé les conditions qu'on connaît aujourd'hui, ces conditions de surinflation. Je reviendrai pas là-dessus, ça a été exposé brillamment tout à l'heure.
Très très haut niveau de dépendance des pays européens vis-à-vis de la Russie. Alors oui, mais pas tous. Pas tous. Grande hétérogénéité selon les pays en matière de dépendance vis-à-vis de la Russie. Vous le voyez, le niveau d'exposition aux importations selon les pays est très très différent. Très différent, ce qui explique d'ailleurs notre difficulté aujourd'hui à essayer de mutualiser l'achat des matières premières, et deux, à essayer de se mettre d'accord sur les systèmes, les solutions et la résolution de la crise. Vous le voyez typiquement, que ce soit en Pologne, il manque un G d'ailleurs, que ce soit en Pologne, aux Pays-Bas et encore davantage dans les pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, sont éminemment confrontés aujourd'hui à ce phénomène de dépendance, et donc ça crée les conditions de la surinflation dans ces pays-là. Vous le voyez, je vous l'ai présenté. La France, on n'est pas si mal loti, mais parce qu'on a le bouclier énergétique à l'heure actuelle. En sortie de crise, à l'inverse, on verra un retournement moins important de l'inflation par rapport aux pays voisins. Mais on est dans une situation quasiment positive, si je puis dire, si on se compare avec d'autres pays. Là, je vous ai présenté les données en glissement annuel, c'est-à-dire vraiment en glissement sur 12 mois. Vous le voyez, l'Allemagne est à quasiment 9%, la zone euro 9%, et quand on regarde ces pays baltes, on est entre 20 et 25% d'inflation en glissement annuel. Donc notre scénario, dans ce contexte-là, un scénario de croissance au ralenti, croissance ralentie au niveau mondial, mais croissance ralentie aussi à un haut niveau français. Alors, ce 6,8 de 2021 faisait suite à un moins 8% de 2020, donc on était dans un phénomène de rattrapage économique quasiment mécanique, si je puis dire. Un 2,5% en 2022, ça je me permets de compléter Thierry, ce 2,5% de 2022, en réalité, c'est quasiment un 0% de croissance trimestrielle, puisqu'on partait avec un acquis de croissance qui était très important. L'acquis de croissance, juste pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est le niveau de départ de fin 2021, et ça veut dire qu'on est resté au niveau de fin 2021 quasiment toute l'année. On a créé un tout petit peu de croissance, mais si on en avait créé 0 en croissance trimestrielle tout au long de l'année, on aurait fini autour de 1,9-2%. Donc vous voyez, c'est vraiment une croissance en trompe-l'œil. Et 2023 s'annonce évidemment très compliqué. Nous, chez Xerfi, on pense qu'au T4 2022 et au T1 2023, on sera en récession technique. Je rappelle, récession technique, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Et on aura un rattrapage très progressif, mais très partiel, sur l'ensemble de l'année 2023, avec une année 2024 qui sera au mieux au ralenti, là encore. Donc on sera dans une situation de quasi-stagflation, c'est-à-dire une économie qui est au ralenti versus une inflation qui restera élevée dans les prochains mois. C'est la slide suivante. Une inflation qui restera élevée pour les raisons que Thierry évoquait tout à l'heure. Le marché des matières premières, quand bien même il est en train de se retourner, restera à très haut niveau. Le pétrole, par exemple, restera au-dessus des $90 d'après nos prévisions sur l'ensemble de l'année 2023. Donc dans ce contexte-là, pas de ralentissement en tout cas attendu sur l'inflation avant 2024. On retournera à ce moment-là dans la cible d'inflation de la Banque Centrale Européenne qui se situe autour de 2% à l'heure actuelle. Moi aussi, j'ai du mal à manier. je faisais le malin là-bas en me disant, moi, ça m'arrivera pas, mais si, ça m'arrive aussi. Donc, dans ce cadre-là, et pour la première fois, j'allais dire depuis un petit moment, on s'attend à ce qu'il y ait un retour du chômage. On était, alors, fin 2021, début 2022, on était dans une situation de quasi plein emploi. Alors là, tout le monde va me huer en disant plein emploi avec 7% de chômage, comment c'est possible ? Alors,
aujourd'hui, il y a un énorme chômage frictionnel qui est lié notamment à l'allocation entre l'offre et de la demande sur le marché, ce qu'on appelle notamment les effets d'hystérèse liés au problème d'employabilité sur le marché du travail. Et à ça, vous ajoutez le fait qu'il y a un chômage de longue durée qui reste très important. Donc en tout cas, le chômage sur lequel on peut agir, si je puis dire, ce chômage-là est aujourd'hui quasiment résiduel. Donc c'était plutôt bien pour le pouvoir d'achat des ménages et pour la consommation. Et on se disait, tiens, il va y avoir une convergence finalement entre cette désirabilité, si je puis dire, du citoyen versus l'acte d'achat du consommateur. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas, en tout cas pas à court terme. Donc voilà, petit retour du chômage. Alors, on ne reviendra pas à des niveaux qu'on avait pu connaître autour de 2011 à 2014, qui étaient des années assez compliquées de ce point de vue-là, et on avait encore les conséquences de la crise financière de 2008-2009. Mais en tout cas, il risque de se passer quand même quelque chose au niveau business et notamment au niveau des entreprises. On entend là dans la presse ici et là un certain nombre de grandes entreprises. On a évoqué Camaïeu qui était en difficulté depuis un certain nombre d'années, qui met la clé sous la porte. Il y en aura d'autres dans les prochains mois, à n'en pas douter. Donc quels effets d'entraînement finalement de la crise actuelle sur la consommation ? Alors, du point de vue des entreprises, détérioration évidemment des marges, détérioration des marges, puisque si vous achetez plus cher vos produits, matières premières, etc., si vous payez plus cher votre énergie, inévitablement, ça agit tout en bas du compte de résultat, ça agit sur votre cycle d'exploitation, ça agit sur vos bénéfices, et in fine, vous avez ensuite un arbitrage à opérer entre est-ce que je conserve mes effectifs, est-ce que j'investis encore davantage pour l'avenir, etc. Du point de vue des ménages, finalement, si on raisonne un peu comme une entreprise, c'est un peu la même chose. Les épargnants des épargnes, ceux qui n'ont pas pu épargner, notamment les profils les plus fragilisés par la crise, en viennent à ponctionner leurs capitaux propres, si je puis dire. Et ensuite, charge à l'État, in fine, de soutenir de manière ciblée ces publics justement considérés comme étant les plus vulnérables. C'est ce qu'il s'attache à faire. Ça, c'est pas à moi de dire s'il le fait bien, mais en tout cas, c'est ce qu'il s'attache à faire. Un pouvoir d'achat des ménages qui sera inévitablement amputé par l'inflation. Le pouvoir d'achat des ménages, il est fonction des revenus, il est fonction de l'emploi, évidemment. Donc dans un contexte où l'inflation va rester forte et où le taux de chômage va augmenter, eh bien on aura inévitablement une situation qui est la suivante, à savoir une baisse forte pour 2022 du pouvoir d'achat, une baisse encore en 2023, ce qu'on n'avait pas connu en 2020, qui était pourtant une année très compliquée de ce point de vue-là. Dans ce contexte-là, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, comment... Alors là, je ne suis pas sociologue, donc j'essaie de voir ça du point de vue de l'économie. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des tendances de consommation ? Nous, ce qu'on pense et ce qu'on voit déjà à l'heure actuelle, c'est qu'il va y avoir une polarisation accélérée de la consommation des ménages entre, d'une part, les publics qui sont considérés comme étant les plus vulnérables, qui vont faire attention au prix et qui vont faire même de plus en plus attention au prix. Vous voyez, là, j'ai repris un sondage fait pendant la crise sanitaire. Continuerez-vous à faire attention à ces critères après le confinement ? Plus de 40% des ménages nous ont dit faire attention au prix, au panier moyen, etc. Et à l'inverse, c'est là où c'est quand même assez paradoxal. On parlait des contradictions entre le citoyen et le consommateur. Si on regarde ensuite d'autres réponses, on se rend compte que néanmoins, les qualités nutritionnelles des produits, la production locale, l'origine, tout cela aussi est mis quasiment est élevé à un rang quasi cardinal, alors qu'en réalité, ces valeurs
alors je dirais pas s'opposent, mais en tout cas, si on veut aujourd'hui consommer local, un peu plus haut de gamme, il faut évidemment y mettre le prix, et j'en parlerai juste ensuite. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il va y avoir une polarisation de la consommation dans les années à venir? Tout simplement parce que depuis 20 ans, le poids des dépenses contraintes n'a cessé ou presque d'augmenter. Ce que l'INSEE appelle les dépenses contraintes, ce sont les dépenses préengagées des ménages, tout ce qui a trait au loyer, aux frais énergétiques, au remboursement des crédits, à l'assurance obligatoire, en tout cas, tout ce qui est assurance habitation, assurance automobile quand on en a une, etc. Donc tout ce qui finalement n'est pas compressible d'un mois sur l'autre. Donc les dépenses préengagées ou contraintes, dans les dépenses préengagées ou contraintes, vous n'avez pas les dépenses de consommation alimentaire, par exemple, considérées comme des dépenses, alors au sens de l'INSEE. Moi, j'ai du mal à penser que les dépenses alimentaires ne sont pas obligatoires. Faut bien s'alimenter, mais en tout cas, à l'intérieur des dépenses alimentaires, il peut, dans certains cas, y avoir des dépenses plaisir. Je pense notamment aux bonbons, par exemple, qu'on plongeait depuis 3 ou 4 ans. Là, on le voit, les dépenses préengagées ont eu tendance à progresser de manière très très forte sur moyenne période. À l'inverse, les dépenses arbitrables, donc ce qui est vraiment compressible d'un mois à l'autre, a tendance à baisser. Et donc, on s'attend, dans ce contexte-là, à des arbitrages très très forts sur la consommation alimentaire des ménages. Le thème de cette mini-intervention, c'était manger sain. Alors, manger sain, c'est pas forcément manger bio, mais j'ai regardé quand même un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'année 2021 a été très très compliquée concernant la consommation de produits bio. Les chiffres sont sortis il y a quelques semaines de cela. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les produits bio les prix des produits bio ont moins progressé que la moyenne des produits alimentaires. En revanche, on partait d'un niveau tellement élevé qu'on ne pouvait pas de toutes les manières faire progresser ces prix-là de façon très importante. Ce qui est intéressant à noter, c'est quand on compare justement le prix du panier moyen mensuel pour une famille de 4 personnes qui respecte le plan 5 fruits et légumes par jour, vous vous rendez compte que d'un côté, si vous êtes à l'affût du prix le plus bas, vous êtes dans une zone comprise entre 95 et 100 euros pour 4 personnes. Si vous êtes adepte du tout bio, c'est multiplié par 2. Donc voilà, on peut, quand je parlais de polarisation tout à l'heure, quand bien même vous souhaiteriez manger sain, ça peut évidemment coûter tout de suite assez cher. C'est ce que je vous disais, on le voit. Alors bien sûr, les prix des produits bio ont augmenté sur la période récente, mais ça a été sans commune mesure avec ce qu'on peut voir, notamment dans le frais à l'heure actuelle. Le frais bio ou non bio, d'ailleurs, conventionnel, a pris plus de 8% cette année. Et donc dans ce contexte-là, on commence à le ressentir là à l'heure actuelle. Le poids du bio dans la consommation totale des ménages a eu tendance à baisser depuis 2021. Et on ne voit pas, dans ce contexte-là, le poids des produits bio revenir au niveau qu'on avait pu connaître au tournant de l'année 2020. C'est quand même un fait important et intéressant, notamment s'il y a des entreprises dans la salle, et je sais qu'il y en a. Idem sur le marché des produits végétaux de substitution. Ce marché-là, il a tendance à tousser, et ce sera mon ouverture. On a parlé d'actes ou de désirabilité citoyenne. Quand on le met à l'épreuve des faits, là je vous ai pris les 9 premiers mois de 2022.
hormis tout ce qui est entrée végétarienne, on se rend bien compte que ce soit les yaourts au soja, que ce soit les boissons et crèmes végétales ou que ce soit les autres yaourts, on est sur une baisse. Alors là, je vous ai présenté en valeur, mais c'est encore plus flagrant en volume compte tenu de l'inflation. On est sur une baisse quand même assez importante de ce marché-là à l'heure actuelle. Je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, bien entendu. Merci beaucoup, Jérémy. Y a-t-il des questions pour Jérémy sur ces questions de modification des comportements d'achat avec ce contexte inflationniste? Oui. Merci. Est-ce que vous avez des données locales qui permettent de différencier des habitants de zones rurales versus zones urbaines pour comparer les actes d'achat sur des circuits courts? On adorerait. Donc vous avez pas. Donc non, on adorerait. On l'a au niveau de la restauration. On l'a au niveau de la restauration, à un niveau local. Nous, on fait un baromètre des restaurateurs. Et aussi bien du point de vue de l'offre qui est proposée en restauration que des achats, il y a des choses assez intéressantes pour le coup et que je pense qu'on peut dupliquer au niveau de la consommation en grande distribution, puisqu'on le dit souvent, la restauration, c'est un peu le laboratoire de l'innovation pour la grande distribution. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans des zones où en tout cas, il y a une production locale très très forte, notamment là on est en Bretagne, donc je vais donner l'exemple de la Bretagne. Il y a une vraie, il y a une vraie résistance de la consommation des produits locaux en restauration en Bretagne, par exemple, à l'heure actuelle. Oui. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question un peu pareille sur la segmentation, en tout cas de vos chiffres, et notamment sur le chômage, mais qui reflète aussi sur les autres. Est-ce que vous avez fait le lien sur la diminution du chômage et l'augmentation des départs à la retraite, non pas pour regarder le taux de chômage, mais le nombre de créations d'emplois? Quelle est cette perspective sur les prochaines années? Est-ce que vous l'avez par classe socio-professionnelle et par territoire également? Alors, on a toutes ces données-là. Je ne les ai évidemment pas toutes en tête, vous imaginez. En revanche, votre remarque est extrêmement pertinente sur notamment le vieillissement de la population. Ce qu'on voit au niveau des statistiques du taux de chômage, notamment, une partie aujourd'hui de la baisse qu'on a connue ces dernières années est liée aussi à moins d'actifs qui rentrent sur le marché du travail et à l'inverse, plus de départs. Alors, dans certains cas anticipés ou non à la retraite, mais en tout cas aujourd'hui il y a aussi un phénomène de vase communicant entre d'un côté plus de personnes qui partent à la retraite et moins de personnes pour les remplacer. Donc cette baisse du taux de chômage, elle est en partie fictive, en tout cas elle n'est pas liée forcément aux politiques publiques qui ont été mises en place en la matière, même si de ce point de vue-là, le CICE, donc le crédit impôt compétitivité emploi, qui est une baisse de charge à l'heure actuelle, ou une baisse des cotisations sur les salaires compris entre 1 à 2,5 SMIC, a très largement favorisé aussi l'emploi dans les entreprises. Il y a une cassure autour de... Alors, ça n'a pas eu les effets en 2013-2014 quand le CICE a été mis en place, mais en tout cas, on voit des effets à partir de 2016, le temps que la réforme se mette en place, le temps aussi que les entreprises décident de s'approprier cette réforme-là, puisque au départ, c'était un système qui était un peu mal compris par les entreprises. Vous connaissez l'administration en France, c'est toujours compliqué de se l'approprier. Mais en tout cas, oui, ce phénomène de vieillissement de la population, il joue à plein sur la baisse du taux de chômage à l'heure actuelle. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que parallèlement à et j'en finirai là, je suis désolé Julien, parallèlement à cette baisse du taux de chômage, on a une hausse du taux d'activité et du taux d'emploi. Le taux d'emploi, je le rappelle, c'est le nombre de personnes en emploi plus le nombre de personnes à la recherche d'un emploi rapporté au nombre d'actifs potentiels. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui travaillent à l'heure actuelle
part de la population d'actifs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est le contraire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de grande démission aux États-Unis, c'est le contraire aux États-Unis, alors que historiquement, le taux d'emploi aux États-Unis a plutôt tendance à progresser. Là, on a perdu autour de 1 point de taux d'emploi aux États-Unis, ce qui explique pourquoi on dit qu'il y a énormément de personnes qui sont sorties du marché du travail aux États-Unis. C'est vraiment ça, ce phénomène de grande démission dont on parle à l'heure actuelle. Tu parlais également de la polarisation de la consommation tout à l'heure, forcément liée au revenu, à la CSP des personnes, forcément. Est-ce que tu observes également que à CSP, on va dire, équivalente en fonction de l'âge, puisque on parle de vieillissement des populations, on observe des comportements d'achat différents, ou est-ce que finalement l'âge n'a pas d'impact sur la façon dont on consomme? C'est difficile comme question. C'est difficile comme question parce qu'on dit souvent que les personnes plus âgées ont moins facilement tendance à faire cette transition alimentaire, justement, alors que ce sont les personnes qui, à l'inverse, normalement, en tout cas, ont des revenus un peu plus élevés. Alors je ne sais pas si ça s'est vu dans les statistiques, si au niveau citoyen, si je puis dire, les personnes les plus âgées sont plus réfractaires, enfin, entre guillemets, tout le respect que j'ai pour elles, sont un peu plus réfractaires par rapport à ces nouvelles tendances. En tout cas, c'est un phénomène un peu plus jeune, à mon sens, à l'heure actuelle. Très bien. Y a-t-il une question? Oui. Bonjour, ça rejoint un peu la première et la dernière question. Je voulais savoir si vous avez des données moyennes, donc je comprends tout à fait. Est-ce que vous avez pu observer un éclatement des comportements individuels des consommateurs, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a plus qui vont chercher les prix un jour et puis le lendemain acheter bio, même si ça peut paraître contradictoire? C'est-à-dire? Est-ce que les consommateurs ont une plus grande variabilité de leur comportement d'achat par rapport à avant? Est-ce que vous avez pu mesurer ça? On n'a pas pu le mesurer. En revanche, alors c'est mon intuition, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui irait faire ses courses le mercredi, ferait très attention au prix et qui, le mercredi suivant, achèterait massivement des produits qui sont difficiles à acheter. Mais peut-être, je me trompe peut-être. Mais ça paraît compliqué, je pense. Oui, une autre question. Bonjour, vous avez fait un focus assez fort sur le bio, les tendances que vous avez confirmées. Vous avez peu parlé du local et des labels, alors, soit locaux, on est en Bretagne, il y en a quelques-uns, soit d'autres labels du type HVE. Comment vous voyez finalement cet arbitrage qui peut être fait? Et est-ce que vous voyez une tendance entre cet arbitrage entre local et bio, par exemple? Alors j'en ai assez peu parlé parce que j'ai pas de données chiffrées sur le sujet. J'aime bien objectiver ce que je dis, donc j'en ai pas trop parlé. Là encore, mon intuition me fait dire que tout ce qui est label, donc certification, labellisation, etc., qui, là encore, ont un premium prix, très, très souvent, les comportements des ménages ne seront pas très différents de ce qu'on peut voir sur le bio et sur le végétal. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jérémy, pour ton intervention et pour ces précisions. C'est passionnant.